Salut à tous, ça fait un moment que j'ai pas refait de top sur cette chaîne et la raison est que j'avais pas beaucoup d'idées de sujets, mais ça y est, les idées reviennent et on va commencer tout de suite. Vous le savez, le cinéma existe depuis très longtemps et on a eu le temps de voir des milliers d'excellents films et un tas de films qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'accueil qu'ils espéraient. Pourtant, on a tous des films peu appréciés qu'on aime quand même, et on l'avoue très rarement en soirée de peur qu'on se tape la honte devant ses potes malgré nos arguments. Et comme certains l'ont fait sur YouTube avant moi, je vais vous présenter mon top 5 des films mal aimés mais que j'aime quand même. Et je vous préviens tout de suite, va y avoir des surprises. Numéro 5. Je vais commencer ce classement par une comédie française sortie en 2014, Bis, réalisé par Dominique Farrugia. L'histoire nous fait suivre Patrice et Eric, deux amis depuis le lycée, menant des vies très différentes. Patrice est un toubib qui cartonne avec un bouquin pour aider les femmes avec leurs mioches, tandis qu'Eric dirige un restaurant de sushi et possède de gros ennuis avec les impôts. Un soir, après avoir pris ensemble une énorme cuite, ils se pètent la gueule dans les escaliers et, à leur réveil, ils se retrouvent en 1986 alors qu'ils ont que tous les deux 17 ans à l'époque. Ensemble, ils vont essayer de changer des moments clés de leur vie à l'époque, malgré que physiquement on les voit comme des quadras. En 86, ils sont encore que des ados et vont enchaîner les galères. Honnêtement, quand j'ai entendu parler de ce film pour la première fois, l'idée du voyage temporel me plaisait car j'ai jamais connu les années 80, étant donné que je suis né en 93. Et puis, j'ai vite eu peur quand j'ai vu que Franck Dubosc était un des acteurs principaux, car je vais être direct, j'ai jamais blairé son humour, que ce soit dans ses spectacles ou ses films. Et pourtant, j'ai quand même bien aimé ce film alors qu'il s'est fait défoncer par la critique et le public pour plusieurs raisons. Beaucoup ont reproché l'humour parfois d'une beaufitude extrême qui ferait passer Bigard pour un amateur. Le jeu des acteurs principaux, Franck Dubosc et Cadmerade, serait trop taillé pour ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire le mec à la vie bien rangée pour Merad, et le bon gros lourdeau centré sur le cul et frimeur pour Dubosc. Mais alors pourquoi certains et moi-même ont quand même aimé le film? Eh ben, au-delà de certains dialogues loraux possibles, Bis est un voyage qui sert à la fois de séquence nostalgique pour les gens ayant connu la décennie, et aussi une découverte pour la jeune génération qui ont sans doute entendu tant de choses positives sur les 80s. Bis est un film qui est avant tout là pour pas prendre la tête aux spectateurs, avec des décors très bien reconstitués, des costumes très crédibles pour l'époque, la bande son est vraiment cool, et si vous êtes des adultes d'un certain âge ou des jeunes curieux sur comment était le temps de leurs parents, ce film devrait vraiment vous plaire. Numéro 4. Pour la quatrième place, j'ai choisi une suite de films Disney. S'il existe une tripotée de chefs-d'œuvre de célèbres studios, il existe également plusieurs suites qui ont été moins appréciées et sorties directement en vidéo. Et c'est ce qui s'est passé avec Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, sorti en vidéo le 3 mars 1999. Comme son nom l'indique, c'est la suite directe du grand classique Le Roi Lion, sorti en novembre 1994 chez nous. Dans ce film, Simba et Nala sont devenus parents d'une petite lionne appelée Kiara. Un jour, cette dernière échappe à la vigilance de Timon et Pumba et fait la connaissance d'un lionceau appelé Kovu, avec lequel elle sympathise très vite. Le souci, c'est que Kovu est le fils d'une lionne appelée Zira qui éprouve une haine envers Simba et souhaite le renverser en élevant Kovu pour qu'il dirige la terre des lions. Face à cette guerre des clans, l'amitié entre Kiara et Kovu pose problème. Le problème avec la majeure partie des suites Disney est qu'elles ont beaucoup moins d'originalité dans leur histoire et leurs protagonistes. Cependant, je garde de très bons souvenirs d'enfance de cette suite, car à la base, je vois pas trop l'intérêt de faire des suites pour des chefs-d'œuvre de chez Disney, et rares sont ceux qui parviennent à maintenir l'attention des spectateurs. Le Roi Lion 2 a vraiment le cul entre deux chaises. Il possède à la fois un scénario vraiment intrigant, de nouveaux personnages auxquels on s'attache vite, des chansons pas trop mal foutues, surtout la chanson Nous sommes un, que Simba chante à Kiara pour lui rappeler l'importance de leur territoire. En revanche, il y a des trucs qui passent moins bien,
Il y a des scènes supposées drôles mais dont l'humour tombe vite à plat. Zira est une antagoniste trop caricaturale et une version femelle de Scar, mais sans lien de parenté. Et enfin, les personnages des premiers films comme Rafiki ou Zazu possèdent moins d'importance et leur personnalité propre à eux ont un peu diminué en qualité. Ce sont des défauts que reproche beaucoup de monde et qui lui donnent beaucoup moins de spectacle, et je le comprends. Mais si on se montre attentif au dialogue et à certaines scènes parfois dures, on se rend compte que le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, porte très bien son nom. Il est vraiment question de protéger quoi qu'il arrive ses proches, et c'est un peu la fameuse morale Disney de ce film. Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu, fait partie des suites Disney à avoir plutôt convaincu le public malgré une sortie hors cinéma, ce qui est très difficile. Mais voir ce qui est devenu Simba après les événements du Roi Lion a clairement été une des raisons pour laquelle le public a vu ce film. À la fois pour revoir ce personnage culte et ce qu'il est devenu pour nous offrir une aventure tout à fait convenable. Numéro 3. Partons dans les années 80 pour suivre un film qui s'est vautré à sa sortie, Howard, une nouvelle race de héros, également appelé sous son titre original Howard the Duck. Sorti en France le 10 décembre 1986, le film nous raconte l'histoire de Howard, un canard humanoïde vivant dans sa planète dans une version de New York où les habitants sont des canards humanoïdes. Un soir, une tornade étrange l'embarque et le transporte à l'autre bout de l'univers pour l'emmener jusque chez nous sur Terre et plus précisément à Cleveland. Tout de suite, il se fait victimiser par les humains derrière une salle de concert et finit par sauver d'une agression Beverly, une chanteuse d'un groupe de rock, et deviennent petit à petit de bons amis. Howard fera ensuite la connaissance d'un scientifique qui lui dira qu'il a été extirpé de sa planète par une machine en essai dans un labo. Le premier rayon a fait atterrir Howard sur Terre, mais le deuxième a fait bien pire. Il a téléporté un monstre dangereux qui prend le contrôle d'un savant appelé le Dr Jennings et vient bousiller la planète. Howard, le scientifique et la nana vont essayer de l'en empêcher. Le personnage de Howard fut créé en 1973 chez Marvel par Val Mayerick et Steve Gerber. Comme la trame du film, il est transporté jusqu'à notre planète et rencontre Beverly. Ensemble, ils feront face à de nombreuses aventures. En gros, c'est ça le pitch des comics du personnage. Le film a pendant très longtemps été défoncé par tout le monde à cause de ses effets spéciaux qui ont, disons-le, hyper mal vieilli, des acteurs qui surjouent comme des débiles parfois, un humour un peu lourd par moments et un scénario un peu perché. Cependant, beaucoup de personnes, moi y compris, ont pris ce film pour ce qu'il est, un gros délire qui nous évite de nous prendre la tête et qui nous fait marrer. Après tout, le film parle d'un canard qui boit de la bière, qui vient d'une planète peuplée de canards et se retrouve sans le vouloir sur notre planète. Le personnage d'Howard est tordant et le duo qu'il forme avec Beverly fonctionne bien. Après, il faut reconnaître que les effets spéciaux piquent les yeux aujourd'hui. Et même dans les années 80, ils étaient dépassés. L'humour marche pas toujours, et ce qui est maladroit avec ce film est qu'il était vendu comme un film familial. Ce qui a mis mal à l'aise George Lucas, qui a été producteur du film. Idem pour Gloria Katz, qui, avec son mari, a écrit le scénario du film. Et en 2016, le couple n'a pas toujours digéré l'accueil du film, qui était assez glacial. Même si d'un point de vue critique, Howard, une nouvelle race de héros, a morflé, beaucoup de personnes ont gardé avec le temps des souvenirs d'un nanar qui ne se prend pas au sérieux avec un personnage à plume très attachant et un humour parfois lourd mais qui passe. Bref, c'est un film à voir juste pour se marrer. Numéro 2. Alors là, je m'attaque à l'une des suites qui a le plus divisé à sa sortie et c'est un film très récent et qui est le 5e film de la série de films Jurassic Park. Je parle bien sûr de Jurassic World. Sorti en France le 10 juin 2015, le film se déroule 22 ans après les événements de Jurassic Park. Tout se déroule nickel, le parc a fini par ouvrir, les gens sont contents d'aller voir des dinos, mais la direction du parc veut vraiment gagner plus de visiteurs. Du coup, ils décident de concevoir secrètement un dinosaure imaginé de toutes pièces dont les gènes d'autres dinosaures carnivores furent mélangés pour le créer. Owen Grady, un des gardiens du parc et ancien militaire, voit d'un mauvais œil ce nouveau bestiau et il aura vite raison car le gros machin décide de se barrer en bouffant des gens un peu partout sur son passage.
Du coup, c'est la merde totale dans le parc et Owen va tout faire pour tuer le bestiau. Il aura fallu attendre 13 ans pour voir ce film arriver. 13 ans après l'échec de Jurassic Park 3 et plus de 20 ans pour voir ce parc ouvrir. Et ben croyez-moi que la première fois que je suis allé voir Jurassic World au ciné, la salle débordait de monde. Du coup, ça veut forcément dire que le film va cartonner. Et ben en fait, ça aurait pu marcher, mais pas mal de monde ont trouvé que ça faisait l'effet d'un pétard mouillé. La majeure partie de ceux qui n'ont pas aimé le film trouvent qu'il s'appuie trop sur la nostalgie du premier film à force de caser un tas de clins d'œil partout dans les décors. Ils reprochent aussi le manque d'originalité dans le scénario, le charisme de certains personnages comme Owen et Claire Dearing, et enfin les effets spéciaux pour citer ce qui fut le plus critiqué. J'ai vraiment le sentiment que les gens cherchent beaucoup trop souvent le film parfait et savent pourtant que le film parfait n'existe pas du tout. Même dans les chefs-d'œuvre, il y a forcément des petits reproches à faire. J'ai découvert le premier Jurassic Park de Steven Spielberg en 2002 à l'âge de 9 ans. Et comme beaucoup, j'ai été surpris par la prouesse des effets spéciaux, ses personnages bien écrits et l'intelligence de l'histoire. Mais je fais partie des personnes qui, malgré qu'ils ont aimé ce film, préfèrent largement Le Monde Perdu, sorti en 1997, qui est l'aventure du premier film en prolongé avec d'autres protagonistes et en plus spectaculaire. Aujourd'hui, âgé de 24 ans, je reste cette même personne admirative d'un des plus grands films fantastiques qu'est Jurassic Park. Maintenant que ma séquence nostalgique est passée, parlons de Jurassic World. Je suis complètement en désaccord avec les critiques négatives envers Jurassic World. Si beaucoup ont dit qu'il jouait trop sur la fibre nostalgique, il faut pas oublier que Colin Trevorrow, le réalisateur, est un grand fan du premier film et a toujours rêvé de concevoir sa vision de Jurassic Park. Dans ce film, le parc est juste incroyable. On y voit beaucoup de dinosaures de diverses espèces, autant herbivores que carnivores. Il y a des animations pour tout le monde et le rêve de John Hammond, son créateur, s'est enfin réalisé. Tout le monde voit ces créatures du passé. Ces fameux clins d'œil que beaucoup trouvent envahissants sont la preuve du respect qu'a Colin Trevorrow envers le film de 93. On y trouve beaucoup de références bien trouvées qui font plaisir aux fans du premier film, ainsi qu'à ceux qui vont découvrir Jurassic Park via ce film. Les personnages quant à eux sont volontairement clichés. On voit bien par exemple que Owen, joué par Chris Pratt, est le héros beau mec qui ne va pas clamser, que Claire, jouée par Bryce Dallas Howard, est l'héroïne qui sert juste à rapporter une meuf dans les persos, et Viggo Skin, joué par Vincent D'Onofrio, sera le méchant qui casse bien les couilles au héros. Quant à Omar Sy qui joue Paris, je suis désolé mais c'est plus pour mettre un français dans un film d'Amerloc, c'est tout. Je pense pas qu'il aura le même carton que Vincent Cassel ou Jean Reno dans des blockbusters américains. En ce qui concerne les effets spéciaux, oui, ça se voit qu'il y a moins d'animatroniques, oui, il y a plein de dinos qui sont faits sur ordi, mais c'est loin d'être affreux. Tous les dinosaures sont bien faits, surtout le mosasaure qui est ultra classe. Dommage qu'on le voit pas beaucoup, et les célèbres raptors sont superbes à voir. Et on croit vraiment que Owen essaie de les maîtriser. Tout ça pour dire qu'au final, Jurassic World est une déclaration d'amour d'un fan pour un film qui l'a profondément marqué. Cette déclaration, il l'a rendue publique en dévoilant ce qu'il a fait dans un grand nombre de salles de ciné, pour le bonheur d'une tripotée de passionnés de Jurassic Park et tout colle. Les acteurs sont très bien, il y a de l'action, du spectacle et des références très bien dispatchées. Bref, les éléments nécessaires pour captiver tout fan d'une série de films. Numéro 1. Et le film à la première place est un film français qui est malheureusement le dernier film du réalisateur en question qui n'a pas supporté les critiques envers son film tiré de faits réels, L'Ordre et la Morale. Sorti le 16 novembre 2011 et réalisé par Mathieu Kassovitz, le film nous raconte la prise d'otage de 30 gendarmes de l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes kanaks en avril 1988. Le capitaine du GIGN, Philippe Legorju, mobilise 300 militaires afin de libérer les otages et va entrer en contact avec le chef des preneurs d'otages afin de tenter de trouver un accord pour éviter d'en venir aux armes.
À sa sortie, il a reçu des retours très positifs sur le fait que Mathieu Kassovitz offrait un film très prenant avec une mise en scène très bien rythmée, dénonçant les dérives politiques du gouvernement Mitterrand, ainsi qu'une atmosphère de film politique et de guerre. Seulement voilà, beaucoup ont énormément critiqué l'ordre et la morale sur le fait que certains moments de la prise d'otage ne se sont pas déroulés comme c'est montré à l'image, ainsi que le traitement donné à certains personnages. Suite à plusieurs critiques qui l'ont profondément vexé, Mathieu Kassovitz a publié un message très agressif sur Twitter et depuis ce film, il ne s'est plus remis à la réalisation et s'est contenté juste de son métier d'acteur. C'est vraiment dommage que l'ordre et la morale aient pris aussi cher et que Mathieu Kassovitz soit toujours aussi rancunier envers ceux qui n'ont pas aimé son dernier film, car avec le temps, certains ont eu une autre vision de l'ordre et la morale et trouvent qu'il devrait revenir à la réalisation, et je fais partie de ceux qui ont grandement aimé ce film. Le réalisateur s'est forcé pendant 10 ans à effectuer plusieurs recherches sur la prise d'otage ainsi que l'impact que cela avait sur le point de vue politique, car à l'époque c'était aussi les élections présidentielles de 1988. En même temps que l'histoire vraie d'une prise d'otage, ceux qui ignoraient cet événement découvrent une autre facette de la politique, ceux qui veulent des actions rapides plutôt que le dialogue. Petite anecdote, afin de tenter de rendre encore plus crédible son film, Mathieu Kassovitz a tenté de convaincre la Nouvelle-Calédonie de tourner son film sur les lieux du drame. Mais les autorités de l'île ont tout de suite refusé afin d'éviter le triste passé de l'endroit. En termes de mise en scène, l'ordre et la morale est très bien travaillé. Les paysages de jungle dense et de campements militaires sont impressionnants, la technique de la caméra à l'épaule rend certaines scènes très vivantes, les différents personnages sont intéressants ainsi que leurs relations. Je pense surtout à la relation entre Le Gorju et Alphonse Diano, le chef des preneurs d'otages, qui évolue doucement dans le film et donne une vision assez intrigante entre deux êtres aux vies complètement opposées. Le scénario, entièrement basé sur les recherches de Kassovitz, est vraiment poignant. On aperçoit la manière dont Philippe Le Gorju essaye de convaincre l'armée de ne pas intervenir et les difficultés qu'il rencontrera. Les dialogues sont souvent très tendus. Beaucoup ne peuvent pas encadrer ce capitaine du GIGN à son grand désespoir, mais on voit que malgré ses plusieurs maladresses, Philippe Le Gorju ne lâche pas l'affaire. Les acteurs ont également été très critiqués dans ce film, alors qu'en fait, il s'en tire à merveille, surtout Mathieu Kassovitz qui joue le capitaine Le Gorju de manière habitée par ce personnage. D'ailleurs, il a souvent rencontré le vrai Philippe Le Gorju avant la réalisation du film. Et que dire de celui qui est un peu l'acteur jouant l'antagoniste du film, Lab Lapacas, qui joue Alphonse Diano comme s'il était vraiment en colère. Et cette colère colle bien avec son personnage. Pas un seul acteur ne joue faux dans ce film, même ceux que l'on voit pas beaucoup. Afin de conclure, je dirais que l'ordre et la morale aurait pu être un bon film si le public comprenait que Mathieu Kassovitz cherchait à interroger les gens sur comment auraient pu être évités ces événements. Il interroge les gens sur ce que Philippe Le Gorju aurait pu dire ou ne pas dire et les conséquences que cela aurait pu donner. Kassovitz veut montrer aussi l'aspect politique de la prise d'otage et je dirais que c'est ici que le film coince un peu car on n'est pas forcément tous calés en politique pour comprendre le lien entre une prise d'otage de gendarmes et un peuple réclamant son indépendance. Malgré cela, l'ordre et la morale est à la fois une œuvre prenante et qui cherche à nous montrer la vision de Mathieu Kassovitz sur cet événement si particulier. Et c'est la fin de cette vidéo, alors désolé si j'ai mis du temps pour me remettre sur les tops, mais j'avais envie de faire d'autres types de vidéos afin d'améliorer le contenu de la chaîne et je fais attention aussi à ne pas faire les mêmes sujets que les autres grosses chaînes sur le cinéma. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à la partager et à suivre la chaîne sur Facebook, le lien est en description comme d'hab, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, à la prochaine les gens.